Bonsoir à tous. Ça va être l'épisode 3 ou l'épisode 4, je suis pas encore sûr. Tu vas te faire une tête. Ouais, là-dessus. Ouais, ça va être un des deux. On va... bonsoir, pareil. Ouais, bonsoir Damien, ça va? Ça va super bien, toi. Yeah, man. Ça risque d'être quelque chose de très intéressant parce que c'est une conversation qu'on a eue plusieurs fois. On l'a eu dans une pléiade en personne avant l'idée des podcasts. On va parler d'un concept. Ah, Damien, pour ceux qui écoutent le podcast, Damien vient de couper le bout de son cigare pour être prêt à fumer, là. Avec le cadeau que tu m'as fait. Ah, il est assez beau en merveilleux. plus, hein? Ouais. Écoute, regarde-moi cette coupe. Ah, à quoi ça te fait penser? Ça a l'air d'un vagin. Ça a littéralement l'air d'un vagin, ta coupe. Wow. On va parler d'un principe qui s'appelle Sexual Market Value. Mm-hmm. On s'excuse pour la traduction française qui est vraiment dégueulasse. Fait que Sexual Market Value, on traduit ça en quoi encore? Le marché de la valeur sexuelle. Non, la valeur du marché sexuel. Ouais. Ça a l'air très meat market. Là, ouais. Mais je pense que pour le bien-être du terme, on va utiliser soit Sexual Market Value ou SMV pour la suite du podcast. Mais on va vous expliquer. Ouais, non, je suis 100% d'accord. J'aime vraiment pas la traduction française. Pour vous le mettre un peu en contexte, là, ça tombe sous gender roles, qu'on dit en anglais, ou les rôles de genre. On va parler du SMV, puis on va parler des rôles de genre. Mm-hmm. Fait que toutes les choses qu'on entend beaucoup en société aujourd'hui qui nous disent que les hommes peuvent faire ce que toutes les femmes sont capables de faire, puis les femmes sont capables de tout faire ce que les hommes... Il n'y a plus d'avantage. On dit plutôt le deuxième. Ouais, absolument. Mais c'est vraiment le principe, c'est du fait que il n'y a aucun avantage à être un homme, puis il n'y a pas aucun avantage à être une femme. Notre biologie, par exemple, nous apporte rien. Ce qui est absolument ridicule, qui est complètement faux. C'est aberrant que le monde croit ça. Puis aujourd'hui, justement, on va se servir du SMV pour justement aborder le sujet des genres de rôle. Effectivement, puis aussi comprendre un petit peu la dynamique homme-femme à travers l'âge de chaque individu. Et juste pour commencer, pour expliquer un petit peu c'est quoi le SMV, le Sexual Market Value, je me suis souvent trouvé en situation où je parlais de ceci à des gens que je savais qu'ils étaient très contre l'idée, alors que c'est très naturel et c'est biologiquement, c'est une notion qui a 330 millions d'années, depuis que la vie existe sur Terre. Ouais. Comme dirait notre cher Jordan Peterson, 330 millions d'années, c'est tellement vieux, il n'y avait pas d'arbres. Aïe, ça fait 3 minutes, puis on a déjà fait notre première référence à Peterson. Ding, ding. Jeebus! Ça commence. Fait que donne-nous... Fait que je vais te laisser la chance de le définir. OK, donc... Puis je vais pas arrêter de te couper pour ajouter des affaires. Déjà, de prime abord, le Sexual Market Value, c'est la valeur sexuelle de chaque individu, donc de chaque genre, qui est différent. Pour les femmes, on va voir, c'est autour d'un certain âge. Pour les hommes, c'est autour d'un certain âge qui est différent. Et il y a énormément de dynamiques super intéressantes au début de chaque stade, au milieu de chaque stade et à la fin de chaque stade. Puis il y a juste 2 genres. Effectivement. On s'entend tout de suite qu'il n'y en a pas 52. Là. Exactement. Okay. Ta sexualité, ça te regarde, mais ton genre, malheureusement, tu ne peux pas le changer. Tu peux te sentir comme tu veux, mais tu es un seul genre anyway. Mm-hmm. Donc, quand j'explique la notion de Sexual Market Value, déjà, je ne mets pas le nom de Sexual Market Value à ce que je veux faire comprendre à la personne, qui, comme je dis, souvent est contre cette idée-là. Ouais, déjà en partant, ils vont déjà être fermés à l'idée juste du terme que tu utilises pour le décrire. Absolument, parce que je conçois que le terme Sexual Market Value peut être très... ça sonne sexiste. Ça sonne très sexiste. Ben, techniquement, c'est sexiste parce que ça divise les deux sexes, les deux hommes. Tout à fait. Ouais. Et ça montre des avantages et des désavantages de chacun des sexes. Donc, c'est pas sexiste pour l'un ou contre l'autre ou contre l'un et pour l'autre. C'est tout le monde en prend pour son grade. Mais c'est aussi bien dans le bien. C'est parce qu'on assume aussi que la sexiste, c'est nécessairement méchant. Exact. Mais ça ne l'est pas. Il y a des différences, puis il faut vivre avec ça. Il y en a. Donc, voici la petite histoire que je raconte. Imagine, tu regardes un documentaire animalier, d'accord?
Et ça commence par... Fait que c'est pas sur Pornhub, là. Non. Et ça commence sur un beau matin dans le parc du Serengeti. Et tu vois effectivement un lion d'âge mature, une vraie force de la nature. Yeah, man. D'accord? Ce lion-là, seul, approche un groupe de lions. Donc une petite communauté d'autres lions. Mm-hmm. Lui, son but, c'est quoi? Détrôner le mâle alpha. Ouais. D'accord? Mm-hmm. Il y a certains jeunes qui vont s'essayer, jeunes lions, qui vont s'essayer. Ils vont se faire botter le cul. Mm-hmm. La conséquence, ils vont partir par eux-mêmes. Ouais. Les vieux ne vont même pas essayer. Ils ont la sagesse qu'un jeune coq qui arrive, je m'en fais même pas. Eux, dans les prochaines semaines, ils vont mourir. Ouais. Par contre, le mâle alpha, lui, doit vraiment défendre son territoire et son troupeau. Lui va se battre contre le... Tous les venants, dans le fond. Tous ceux qui veulent sa place, là. Contre le contester, contre le nouvel arrivant. Ouais. Admettons que le nouvel arrivant, à travers un combat acharné, gagne. Ouais. Donc il tue le mâle alpha et de ce fait devient le mâle alpha. Ouais. La première chose que ce lion-là fait, c'est... Puis les gens disent que la nature c'est super beau, puis c'est génial. Non, c'est dégueulasse. Parce que le mâle alpha... C'est alpha... du monde de ville qui ont jamais habité à l'extérieur de la ville qui disent ça. Ou qui ont juste vu le roi lion. Ah, mais même le roi lion, là. Ouais, mais ça finit bien. Ouais, c'est vrai, mais t'as quand même un oncle qui tue son frère et qui essaie de tuer son neveu. Une psychanalyse là-dessus, là, ouais. c'est extraordinaire. On en parlait justement hier de ça. C'est extraordinaire. Et donc ce que fait le nouvel arrivant qui devient le nouveau chef de meute, c'est tuer tous les lionceaux. Ouais, tous les enfants, dans le fond. Effectivement, bébés, ouais. Il tue toute la lignée, toute l'ancienne lignée. Ouais. Donc il n'y a plus aucun mâle qui vient lui faire de l'ombre. Et vu que c'est le mâle alpha, c'est le seul à pouvoir procréer. Ouais. Vers qui il va pour procréer? Vers les jeunes lionçonnes qui ne sont pas encore fertiles, vers les vieilles lionnes qui enseignent plus ou moins aux lionnes à chasser. Il va aller vers celles qui sont les plus fertiles. Les plus fertiles, effectivement. Il va toutes les engrosser pour pouvoir créer une nouvelle lignée. Ça, c'est ce qui s'appelle une représentation de la valeur biologique des animaux. Ouais. Et ça, il n'y a personne qui est contre ça. Tout le monde comprend que, oui, il y a un certain âge, c'est-à-dire un certain gap d'âge, de maturité et de force pour les mâles dans la nature. Et il y a un certain gap d'âge pour les femelles pour être aptes à procréer. Fait du sens. Le souci, c'est que on a beau dire qu'on est des individus sociaux et que on est un petit peu le fer de lance de la représentation de l'univers sur Terre, on est quand même des animaux sociaux, conscients et certains sages. Certains, ouais, c'est bien dit ça. Mais on reste des animaux. Et si tu enlèves toute construction sociale et restriction et régulation, nous sommes les lions dans la savane. Absolument. Donc nous avons nous-mêmes une valeur biologique. Absolument. Et c'est ça ce qu'on appelle la valeur sexuelle. Ouais, je pense que c'est comme on disait tantôt, je pense que ce qui sonne pas bien dans la traduction, mais même en anglais, là, c'est le market qui le fait sonner comme si c'est quasiment comme si je m'en vais au marché pour acheter des prostituées. Là. J'en viens, mais c'est très important de dire marché. Parce que tout est un marché. Ouais, c'est parce tout le monde, tous les jours, vend quelque chose. Mmh. Tu es en couple avec quelqu'un, tu vends quelque chose. Ouais. Tu achètes quelque chose, des fois tu n'arrives pas à vendre, il y a des conflits. Ouais. D'accord? Maintenant, pourquoi est-ce que le mot marché est très important? C'est parce que j'ai dit que lorsque tu enlèves toute régulation ou restriction sociale, nous sommes des animaux. Donc ça veut dire que si nous sommes régulés, nous sommes dans un environnement avec des règles. Ouais, absolument. Ce qui peut être vu comme un marché. Ouais, je comprends. D'accord? Un marché sans règles, ça reste de l'anarchie. Ouais. Il faut un minimum de règles dans un marché.
Ça pourrait être quasiment un autre podcast sur l'anarchisme capitaliste ou autre. Ou l'anarchisme organisé. Ou l'anarchisme tout court. Ça n'existe pas, l'anarchisme organisé. Ah, je sais, c'était du sarcasme. C'est des meetings d'anarchistes. Ça fait pas de sens. C'est comme un bruit silencieux. Ouais, c'est ça, exact. Mais je pense que la notion de marché est très importante parce que ça définit extrêmement bien le milieu social dans lequel nous sommes actuellement. Fait qu'en gros, je vais réitérer ce que tu viens de dire. T'es en train de dire que, puis je dis ça, là, je joue le rôle comme si je savais pas de quoi tu parles. Tu dis que on a toute une valeur, puis elle est malheureusement, c'est une valeur biologique. C'est absolument biologique. Puis ma valeur biologique est basée sur le plus homme que je peux être, puis celle d'une femme la plus fertile qu'elle peut être. Et effectivement, ensuite, de quelle manière est-ce que cette valeur biologique naturelle se retranscrit dans l'individu sexué que nous sommes? Ouais. C'est là que ça devient intéressant. Effectivement, c'est là que c'est très intéressant. C'est là que ça devient intéressant, mais aussi, je veux pas dire conflictuel, mais c'est des notions qui peuvent irriter beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que ça va à l'encontre d'une certaine ingénierie sociale dans laquelle nous baignons actuellement. C'est-à-dire que, tu l'as dit très bien, quelle est la valeur biologique d'une femme aujourd'hui? Sa fertilité. Attends. Avant d'aller là-dedans, je tiens juste à mentionner quelque chose. On parle de valeur biologique. Ouais. On ne parle pas de la valeur intrinsèque, de la beauté intérieure d'une personne. Ouais, ok. Merci d'avoir dit ça. Il faut complètement mettre de côté ça. C'est pas parce que je suis à l'opposé de ma valeur biologique que je ne suis pas une bonne personne et que je ne vaux absolument rien. Ok, peut-être oui, je suis 100% d'accord, mais je pense qu'il faut vraiment commencer par le fait comment cette valeur-là est calculée avant même d'expliquer. Ouais. Puis parce que les vieux lions qui avaient toute la sagesse avaient une valeur inestimable. Ouais. Mais ils seront jamais alpha. Mais ils ne seront jamais alpha. Ils ne sont plus au pic de leur valeur biologique. Ils ont une autre valeur, mais qui n'est pas biologique sexuelle. Qui ne fait pas partie du marché. Qui ne fait pas partie de ce dont on va parler. Il faut bien comprendre ça. Ouais. Parce que, justement, c'est ça qui froisse les gens. Si on parle de valeur biologique ou de valeur sexuelle, et que, comme on va l'expliquer tantôt, on va dire, une femme à 65 ans, tout comme un homme à 15 ans, la valeur sexuelle est 0. Ça peut froisser des gens, là. Ouais, d'accord, en disant, une femme de 65 ans vaut rien. Non, c'est pas ce qu'on dit. Ça peut être pas biologiquement. Sexuellement. Ouais. Non. Tout comme un jeune de 15 ans, sexuellement, ne vaut absolument rien. Non. C'est pour ça que je dis, il y a des pour et des contre pour tous les sexes là-dedans. C'est quelque chose de sexiste, mais ni à l'encontre de l'un, ni à l'encontre de l'autre, et ça désavantage ou avantage ni l'un ni l'autre. Tout le monde en prend pour son grade, parce que nous avons un haut et un bas pour chacun des sexes. Je sais pas si ça l'avance. J'ai l'impression, personnellement, à le regarder, là, je trouve personnellement que c'est un avantage pour un homme qui en est conscient. Parce que... Ah, tu vois, moi, je veux pas dire que je suis d'accord ou pas d'accord, mais pour moi, c'est tout à fait un avantage, tout autant un avantage pour une femme qui le sait. Et on voit de plus en plus de cas où des femmes le savent que d'hommes. Ouais, mais j'ai l'impression que je trouve que l'avantage qu'on a en étant un homme, c'est que j'ai plus de temps à le réaliser. Tout est inversé, on va le voir. C'est ça, c'est exactement ça. C'est de la façon qui est approchée qui est très différente. Je pense que ça serait bien dans l'édition que tu vas faire, de sortir le graphique. Effectivement, des graphiques. Parce que je regarde la caméra, je pense pas qu'on le voit. Puis de toute façon, la plupart du monde, ils l'écoutent, là. Fait que c'est... Écoute, je vais le mettre là, comme ça t'es capable de le voir, là. Si tu veux l'expliquer, vas-y, puis je ferai une intégration. Je vais essayer de penser à comment je vais intégrer ça dans la vidéo. Alors ça, c'est une capture d'écran qu'on a fait sur... merci à Coach Red Pill. Ça c'est un autre gars qu'il faudrait que vous suiviez sur YouTube. Ça. J'invite tout le monde à aller jeter un coup d'œil à sa chaîne qui est extraordinaire. Donc ce graphique-là montre ce qu'est le Sexual Market Value, le SMV. À savoir, c'est quand même assez relatif. Ce n'est pas un graphique absolu. La forme du graphique
représente le SMV, mais la gradation des âges peut varier Hmm. et est très variable. Pourquoi? Parce que nous sommes des individus uniques. D'accord. On généralise, là. C'est très généralisé. Mhm. Ce qui n'est pas généralisé, c'est le bas et le haut pour chacune des courbes. Il y a forcément un bas, il y a Mhm. forcément un haut. C'est où il se trouve qui est Ouais. différent. Mhm. On va commencer par le SMV des femmes. Donc, Désolé, je ris parce que c'est celui que je trouve qui est... c'est celui que le monde a plus de la misère avec. oui, J'ai jamais eu une femme... Si oublie l'aspect biologique de la femme, mhm, explique le SMV d'un homme à une femme, puis elle est 100% d'accord avec tout ce que Mhm. tu dis. C'est quand tu rentres avec le SMV féminin, oui. puis tu expliques le même principe que tu viens d'expliquer pour l'homme, mais comment différent il est pour la femme, c'est là que le monde se froisse. C'est jamais pour le côté homme, on aurait dit. Exact. Toutefois, si tu fais très attention à ce que dit la société et surtout les femmes, Ouais. il y a beaucoup de choses, d'axiomes qu'elles n'arrêtent pas de répéter, qui reflètent quoi? Exactement ça. Oui, mais Ok. il aime juste pas l'entendre. Je pense que... Non, mais ils le disent eux-mêmes. Mais c'est quasiment inconscient. Je pense pas qu'ils réalisent ce qu'ils disent. Non, mais c'est pour ça qu'une femme qui en a conscience a Elle a tout un autant de méchant- pouvoir. elle a un méchant avantage. Exactement. Et Instagram, c'est quoi actuellement? Bon, c'est une place que des belles C'est- filles sont c'est- à moitié tout nues. Là. C'est une plateforme pour exprimer le pic du market sexual market value De la féminin. femme. Oh oui, On absolument. en a rien à faire du sexual market value des hommes sur Instagram. Bon, c'est pas ça qu'ils cherchaient pour. Là. Ah, rien du tout. Mhm. So, si on commence par le début, Ça va tout le temps bien, ça, commence par le début. C'est tout le temps une bonne idée. on peut commencer par la fin, là, mais ça me tente pas de rentrer dans un scénario bizarre. Ouais, non, mais commence par la fin. Ok, non, commençons par le début. Si on prend la naissance d'une fille, Hmm. admettons que la naissance, c'est niveau 0. En passant, ce n'est pas le cas. Mais admettons que la naissance, c'est niveau 0 et qu'il y a un pic et ensuite la mort, c'est de retour niveau 0. Ça fait du sens. D'accord? Donc ça veut dire qu'entre les deux, il y a forcément une montée et une descente. Mhm. D'accord. Si on reprend l'idée de valeur biologique des animaux, Ouais. admettant que nous sommes des animaux, même pas admettant, Ouais, j'allais dire, c'est pas admettons, on est des animaux. c'est ça. Et si le pic de la valeur biologique d'un animal, c'est la fenêtre où cette femelle-là est le plus fertile. Je veux pas dire dans le cycle de l'année, parce qu'il y a bien sûr des périodes de chaleur et des Non, mais périodes, dans sa vie, là. mais dans sa vie, Mhm. d'accord? Je sais pas, parce que tout dépend des différents animaux. Toutefois, pour les humains, c'est de la, je te dirais, milieu adolescence jusqu'à, et c'est ça qui fait mal, jusqu'à 25 ans. Et puis même le graphique lequel on regarde en ce moment, là, il enligne plus dans le coin de 22. 22, Puis encore là, c'est 23. de la généralité. Là, on Effectivement, c'est généralise, très là. général. Mhm. Donc, il y a un certain moment dans la vie d'une femme, d'une jeune femme, où le sablier se retourne. Ouais. Et à partir de là, chaque menstruation est comptée. Ouais. Donc, c'est-à-dire que si une femme procrée autour de ce pic-là, Mhm. les chances d'avoir un enfant en santé qui arrive à terme sont la plus grande. Plus tu t'éloignes de ce pic-là vers l'avenir, bien sûr, plus ces chances de procréer un enfant en santé à terme diminuent. Mhm. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas des sociologues. C'est pas un article de Cosmo. C'est pas des conspirationnistes. C'est ton médecin. Si tu as 45 ans et tu vas voir ton médecin en disant « je veux avoir un enfant », il va te regarder en disant « bonne chance ». C'est pas impossible. Si, mais effectivement, c'est pas impossible. C'est pour ça que ce n'est pas c'est pas de l'absolutisme qu'on est en train de dire. Non. Toutefois, si tu vas voir ton médecin à 22 ans en lui disant « je veux avoir un enfant », il va te dire simplement
à des rapports non protégés. Ouais. Ouais. Tandis que plus tu avances en âge, plus les chances d'avoir un enfant vont demander de l'assistance. Mm-hmm. Maintenant, c'est bien beau de juste avoir des enfants, mais le SMV, le Sexual Market Value, ce n'est pas juste pour la femme d'avoir des enfants. Et c'est là où ça s'étend un petit peu à pas seulement la valeur sexuelle, mais aussi la valeur de l'individu en soi. Tristement, elle est liée, cette autre valeur connexe-là, elle est liée aux besoins de l'autre sexe, donc des hommes. Mm-hmm. Et ça, c'est simplement l'apparence. L'apparence physique, mais aussi l'apparence de santé. Ouais, ça c'est un bon point. Donc, c'est-à-dire que le pic pour le SMV des femmes, qui est autour de 25 ans, la baisse n'est pas une fatalité. Il y a un plateau qui peut être maintenu. Même si les chances de procréation baissent à partir de 25 ans, autour de 25, des fois ça peut être 30, des fois ça peut même être 35, des fois ça peut être avant, tout dépend des individus, mais pour le bien de l'argument, disons que c'est autour de 25 ans. Si le pic est à 25 ans, il y a des styles de vie qui peuvent être adoptés pour maintenir un certain plateau, malgré le fait que la fécondité commence à baisser. Tu sais, j'ai sorti un graphique pendant que tu parlais pour la valeur sexuelle d'une femme, puis un petit peu les critères sur lesquels sont normalement basés. Mm-hmm. Sur le short term, ça veut dire quand tu rencontres une femme pour les premiers mois, les premières années, il estime que 80% est sur son look. Exactement. Hey, c'est gros, là. 80%, exactement. Ça veut dire que l'âge compte pour 8-10%, le statut, la personnalité, la game, ressources. Ça, c'est extraordinaire, ça, par exemple. La ressource compte pour 0. Mm-hmm. La personnalité, ça compte pour 2%. Mm-hmm. 1% statut, ça veut dire qu'elle peut vivre dans une boîte. Complètement. Elle peut vivre dans une boîte dans la rue. Son âge, même pas 10%, mais 80% mm-hmm. de l'attraction qu'elle va générer chez un homme ou chez une autre femme, dans le short term, c'est sur son look. Et quelle est la fenêtre d'âge où une femme sera le plus naturellement, le plus attractif, physiquement, autour de 25 ans. Par la suite, si tu ne fais rien, si tu n'adoptes pas un style de vie sain... Ouais, tu veux dire naturellement sans avoir besoin de faire attention. Naturellement, parce qu'il y a des femmes de 50 ans qui sont extrêmement belles. Moi, personnellement, j'aime les femmes de 28 à 35, mais ils font très attention à eux. Mais toi, tu parles naturellement, ils sont capables de manger du McDo, de boire de l'alcool, puis sont pas obligés de faire attention à ce qu'ils mangent. Puis le lundi matin, ils sont quand même au travail à leur agence de marketing. Ouais, absolument. Mais c'est très intéressant ce que tu as dit. Surtout le graphe que tu as montré. Là. Ouais, je l'avais jamais vu, celui-là. C'est juste que tu parlais. Je me suis dit que je sortirais des pourcentages en même temps. Puis, mais 80% du look. Ça veut dire qu'un homme choisit une femme, 80% du ratio de ce qu'il regarde, c'est de ce qu'elle a l'air. Si elle l'attire. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est les autres caractéristiques aussi. Et ça démontre un autre aspect du graphe général du Sexual Market Value, qui est que les hommes regardent vers le haut pour aller en couple, alors que les hommes, en général, regardent vers le bas pour aller en couple. Ça veut dire les femmes regardent pour le haut, t'as dit les hommes les deux fois. Mais les femmes regardent vers le haut. Dans le fond, ils veulent avoir quelqu'un qui a plus de statut que eux. Plus de statut, effectivement. Alors que les hommes, peu importe d'où vient la femme, même si elle vient d'un bidonville à Caracas, 80% basé sur ce qu'elle a de l'air, comment elle l'attire physiquement. Du moment que she's hot, she's young et qu'elle est fertile, dans le marché dans lequel nous vivons actuellement, un homme est très peu regardeux par rapport à d'où vient la femme. Ouais, absolument. Absolument. Alors que ce n'est pas du tout la même chose par rapport à une femme. C'est assez impressionnant. Et 80%, waouh! Puis tu regardes dans le short term, si on fait une petite comparaison vite faite, là, ça veut dire que les femmes, en regardant un homme, 35%, puis encore là, on s'entend que c'est des estimés de quoi on parle en ce moment, là. Mais dans le short term, c'est plus le look.
35% du look, tu parles 30% de game, mais dans le short term, les ressources que cette personne-là peut apporter, 6%, son statut 13%, son âge 7%, puis sa personnalité 9%. J'aimerais bien quand même voir aussi bien ce graphe-là que l'autre, quelle est la tranche d'âge qui a été interviewée. Ouais, je suis curieux, mais je peux te dire que d'expérience, puis normalement, je me suis trompé, je pense, quand je dis short term, pensez plus à je sors dans un bar puis je veux fourrer une fille. Oui. Je suis désolé de dire ça comme ça, là, mais ou une fille sort dans un bar puis elle veut coucher avec un gars. Parce que juste d'après les caractéristiques qu'on voit ici, game est aussi important que le look. Ça, je crois ça. Je connais du monde qui sont vraiment pas beaux, mais ils ont une game écœurante. Mais juste le fait que la ressource puis son statut est aussi bas, c'est vraiment basé sur de quoi le gars a l'air, puis comment est-ce qu'il est capable de convaincre une femme qui est écœurante, dans le fond. Tandis que tu regardes une femme, là, c'est la game a 9%, mais 80% le look. C'est le look. Fait qu'on parle, le graphique, normalement, je l'ai ici, là, puis le graphique duquel on parlait tantôt, il commence dans le coin de 16 ans. On parle que, je vais utiliser ton mot, j'aime ça, je l'utilise jamais dans une phrase, son apogée, son zénith. T'aimes ça, hein? Ça te fait plaisir que je dise ça. Hein? Mais on parle dans le coin de 25 ans pour une femme, puis qu'à partir de 25 ans, ça commence à décliner. Effectivement. On parlera du déclin après, mais je veux commencer à parler des hommes. Même si un homme est capable de procréer pas mal de l'adolescence jusqu'à la mort, ce n'est pas ça sa valeur. Sa valeur est pas reproductive. Elle est pas, ouais. La valeur de l'homme, elle n'est pas dans ce qu'il y a dans ses testicules. Pourquoi? Parce que ça n'a aucune, mais justement, ça n'a aucune valeur parce que il y a des milliards de cellules à chaque éjaculation. Ouais. Une femme, au contraire, il y a un seul ovocyte à chaque cycle. Et il y a un cycle par mois. Par 28 jours à peu près. Les autres, il y en a des milliards à chaque jour. Nous, on peut éjaculer 3 fois par jour. Ça dépend vraiment quasiment de ta volonté. C'est pas faux. Effectivement. Donc, la valeur sexuelle de l'homme ne tient pas là. Même si le lion dans la savane, il a fécondé toutes les femmes, la vraie valeur, elle est dans la position qu'il a acquis en battant tous les autres mâles. Son statut. Effectivement. Je veux pas dire que nous devons battre tous les autres hommes, mais nous avons tous, de facto, une place à assumer. Ouais. Maintenant, c'est de quelle manière est-ce que nous l'assumons, là est notre valeur. Et assumer cette place-là, aussi bien dans un couple, dans une famille, même seul, au travail, ainsi de suite, c'est l'expérience, la force physique, qui est très important. Peu importe ce que tu fais, la force physique, c'est important. Et je dirais l'acceptation, ou plutôt le statut que tu as de tes pairs, par rapport à tes pairs. Ouais. On dit souvent que aucun homme est pris au sérieux avant 35 ans. Je suis tellement d'accord avec ça. Pour moi, c'est là le début du pic de l'homme. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il n'a aucune valeur avant? Moi, je sais pas pour toi, mais moi, ma vingtaine, ça a été une décennie terrible. Parce que c'est là où je me suis rendu compte que je ne valais absolument rien, que même si j'avais beaucoup d'amis, ainsi de suite, dans le milieu du travail, dans le domaine mondain, je n'étais pas pris au sérieux comme d'autres personnes que je voyais étaient prises au sérieux, qui étaient plus âgées, même si elles avaient moins d'expérience que moi. Et même avant ça, un adolescent, hein, quelle est la représentation d'un adolescent homme? Quelqu'un de stupide, qui fait plein de bêtises. Qui s'enfarge dans ses lacets de souliers. Là. C'est ça, exactement. C'est une caricature, dans le fond. C'est une caricature. Exact. Et pendant ce temps-là, l'adolescente femme, elle est vraiment mise sur un piédestal. Absolument. Et c'est là où je disais, faut entendre ce que les femmes disent. Parce qu'elles-mêmes disent que nous maturons plus vite que les hommes. Ouais, puis je l'ai entendu toute ma vie, ça.
c'est absolument vrai. Mhm. Et ça, c'est exactement ce qu'on voit ici, où la courbe de l'homme est bien moins élevée que la courbe de la femme dans l'adolescence. Ouais, on a plus une ligne dans le temps qui est à quasiment 45 degrés. Exactement. Tandis que la femme de 16 ans, si on commence les deux à 16 ans, là, elle a un angle de comme 88 degrés. Là. Écoute, tantôt, je t'ai montré des suggestions Instagram que je trouve dégueulasses, là, ouais. d'adolescentes, 15, 16. Tu le sais pas, ils ont quel âge, là? J'ai mais aucune idée si c'est légal. Sérieusement, là, qui se dandinent sur TikTok. Ouais. C'est affolant. C'est affolant. Mais c'est justement, le marché. Mais ça prouve ton point, ouais. Et ça prouve exactement mon point. Mm-hmm. La valeur et l'attention qu'elles ont est énorme. Ben, c'est clair. Et nous sommes de plus en plus dans une société où les femmes, les jeunes filles, ont de plus en plus conscience de ça. Ça ne veut pas dire qu'avant, elles n'en avaient pas. Mais je vais revenir sur ce qu'il y avait avant. Et pourquoi c'était un peu plus lent. Maintenant, mais attends un peu avant que tu bouges. Là, tu dis qu'ils en sont plus conscientes aujourd'hui. Je sais pas, je suis d'accord avec toi. Je pense pas que c'est conscient. Je pense juste qu'ils ont tellement de place où... C'est ça. Il y a plus de sexual marketplaces. Ouais, c'est ça. Le marché il y a plus à place... d'outils pour exprimer cette valeur sexuelle. Non seulement ça, mais je pense que le fait qu'on est tout le temps en train de dire aux femmes... Tu sais, il y a une expression en anglais qui dit slut shaming. Mm-hmm. De dire, tu sais, quand les femmes se sont libérées sexuellement, là, c'est comme si c'était rendu normal pour une fille de vouloir coucher avec des hommes de la façon qu'un homme couche. On va y venir, ça. Avec des femmes. On va y venir, ça justement, c'était qu'est-ce qu'il y avait avant. Ouais, c'est ça que tu t'enlignais, ok. Ben, je m'enlignais pas là-dessus, mais qu'est-ce qu'il y avait avant et qu'est-ce qu'il y a maintenant. Enfin, par rapport à ce qu'il y a maintenant, on y vient. Okay. Mais je voulais revenir à l'état de cette courbe dans l'adolescence. Parlant d'un homme, tu veux dire? Parlant d'un homme par rapport à une femme. Ouais, ouais. Et effectivement, moi, je suis tout à fait d'accord du fait que les femmes maturent beaucoup plus vite que les hommes. Il n'y a pas grand monde qui vont s'ostiner là-dessus, je pense. Effectivement. Et là où je voulais en venir, c'est... on peut pas parler vraiment d'expression, mais on dit souvent dans ce qu'on appelle la manosphère que les femmes naissent avec une valeur. Ouais. Les femmes naissent femmes. Les hommes deviennent des hommes. Ouais, on a eu cette conversation-là plusieurs fois, puis c'est vrai. Effectivement. Pourquoi tu regardes au travers des tribus, tu regardes au travers, il y a tout le temps des célébrations ou des épreuves qui doivent être faites par un adolescent pour devenir un homme. Mais il n'y a jamais vraiment d'épreuve qu'une adolescente va devoir prouver pour être une femme. Il n'y a pas d'épreuve, mais il y a un rituel qui arrive naturellement. Ouais, rituel, c'est un bon mot, ça. Avec quoi? Avec la menstruation. La première menstruation. Et ça prouve exactement notre point que l'entrée dans l'ère de la femme, de la jeune fille, est faite par la première preuve de sa possibilité à procréer. Alors qu'un homme, il doit prouver sa bravoure pour devenir un homme. Ouais, c'est ça. Ça, c'est dans les sociétés beaucoup plus primitives ou tribales. Sauf qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'hommes, nous n'avons absolument aucune épreuve à passer. Nous n'avons plus ces épreuves-là. Nous n'avons plus de service militaire. Nous n'avons plus de conflit X ou Y où nous devons prouver quelque chose. Nous n'avons plus rien, alors que les femmes ont toujours ce premier cycle qui arrive, peu importe ce qui arrive, peu importe où t'es. Ouais, c'est naturel. Effectivement. Ça arrive d'une façon naturelle, tandis que les hommes ont besoin d'acquérir une certaine expérience, une certaine connaissance, une certaine maturité qui est travaillée, pas donnée naturellement par... Effectivement. Donc, c'est pas parce que nous n'avons plus les mêmes rituels de passage ou rites de passage. Rites de passage, c'est exactement ça. Good job. D'avant que nous ne devenons plus jamais des hommes. Beaucoup moins d'hommes deviennent vraiment des hommes ou atteignent la capacité complète de leur masculinité. Et il y a bien sûr maintenant
plein de nouveaux types de rites de passage que nous cherchons, que nous créons, sur lesquels nous travaillons. C'est très divers. C'est très divers. C'est quasiment même trop divers, je pense. Ouais, mais je sais pas si si tu regardes d'une façon plus tribale, c'était compris les principes duquel on parle en ce moment, qu'un homme, on regarde une tribu, l'homme devait être capable d'aller chasser, par exemple, ou j'ai entendu qu'il y a un rite de passage d'un adolescent qui devait monter un petit arbre, puis rester en haut là pour 48 heures sans tomber endormi, pendant que tout le monde essayait d'y lancer des choses, puis il pouvait pas tomber. C'est comme ça qu'un adolescent montrait qu'il devenait un homme. Mais c'est tout le temps une épreuve qui est normalement physique. Exact. C'est pas nécessairement une épreuve qui est mentale, c'est vraiment juste pour montrer ta vigueur, montrer ta... bravo. Ouais, ta bravo. Mais pas juste ça, que t'as du cœur, dans le fond, là. Effectivement, il y avait certains rites de passage avant, j'en viens, qui existent toujours d'ailleurs dans certaines sociétés tribales ou primitives. Mais actuellement, vu que nous n'avons plus rien, ce pic de valeur sexuelle pour les hommes se traduit de manière très différente. Oui, absolument. Il ne se traduit plus à travers un rite de passage, mais à travers ce qui est vraiment valorisé par notre société. Pas forcément l'argent, mais la notoriété. Ouais. Ouais, mais ta notoriété, c'est vraiment un mix de ton statut, de l'argent que tu produis, puis un petit peu l'impact que tu as sur tes pairs, comme tu disais, le respect qui t'est donné par tes pairs. Effectivement, et ça passe par l'expérience. C'est pour ça que quand tu es jeune, tu as très peu d'expérience. Tu as peut-être la force, tu as peut-être la volonté, tu as peut-être même la bravoure, mais tu n'as pas l'expérience, tu n'es pas pris au sérieux. Ouais, il n'y a pas de... C'est quoi, wisdom? Il n'y a pas de... Sagesse. C'est la sagesse qui joue un très, très grand rôle aussi. C'est pour ça que dans la société dans laquelle on vit actuellement, le pic de l'homme, il est dans sa force, il est plutôt dans ce moment où la force physique est encore là, où l'expérience arrive quand même à un niveau assez élevé, et la reconnaissance des pairs est là aussi. Ça tourne généralement autour de 35 ans. Disons que ça commence. Et c'est là où le débat est quand même assez ouvert, vu que ce n'est pas quelque chose de naturel, ou alors il n'y a pas que des aspects naturels, on situe ça autour de 35 ans. Ouais, tu veux dire que tu commences à prendre de la valeur. T'es pas à l'apogée, là. T'es vraiment juste... Exactement. Lorsque je sortais pas mal dans les bars, dans ma vingtaine, puis oui, Damien, même avec un accent français, est capable de se trouver des femmes. C'est étonnant, je le sais, là, je comprends. C'est quand même possible. Ça m'a beaucoup aidé. Ouais, au Québec, sûrement. Ouais. Non, pas au Québec, aux États-Unis. Ah ouais, mais là, ça, c'est clair, là. Tu fais exprès même de forcer un petit peu l'accent. C'est ce que j'allais dire. The French accent. Ah, tabarnak, je l'ai tellement fait. Juste en Ontario. T'es même pas obligé d'aller aux États-Unis. En Ontario, je le faisais tout le temps, ça. Oh, you're from France. Ah, Rios I am. Hello. Non, ça c'est un attendant. Une chose qui est intéressante, là, comme on disait tantôt, je vais trouver une façon de montrer le graphique, là. Mais c'est vraiment intéressant comment les deux lignes se rejoignent. Attends, on y vient. Là, on est encore au plateau de l'homme. Au plateau de l'homme, ouais. C'est-à-dire que il y a 35 ans. Il y a effectivement un apogée. Ouais. Toutefois, vu qu'il y a certains facteurs qui ne sont pas naturels ou alors liés à la biologie intrinsèque de l'homme, ce plateau, qui peut aussi bien sûr être prolongé pour la femme, est prolongeable pour l'homme aussi. Donc, de quelle manière est-ce que l'homme peut prolonger ce plateau-là? En continuant à avoir l'expérience, la notoriété et la force physique. Ouais. La force physique, de toute manière, elle baisse, mais elle peut s'entretenir. Le pire, c'est que techniquement, elle baisse pas. C'est ça qui est le pire, c'est que ta vitesse, ça va partir,
Mais ta force en tant que telle, c'est la même chose si tu regardes, là. Si tu l'entretiens. Non, mais ça, écoute, ça fait 20 ans que je suis dans les gyms, puis je vais jamais arrêter, là. J'ai des milliers de dollars d'équipement chez nous parce que les gyms sont fermés, là. Fait qu'écoute, c'est clair. Des milliers de dollars. Mais non, mais écoute, c'est juste pour dire que je comprends, puis je vais faire attention de faire sûr. J'ai 38 ans, faut que je fasse attention à mon corps, faut que je fasse sûr que mon corps est encore utilisable. Donc, s'il y a un archétype à utiliser pour chacun des stades de l'homme, l'adolescence, le pic et la fin du plateau, ouais. L'adolescence, moi j'appelle ça le DiCaprio effect. Ouais. OK? Hormonalement, toutes les jeunes filles sont attirées vers l'archétype du jeune homme. Ouais. C'est lorsqu'elles atteignent leur pic que hormonalement, il y a quelque chose à l'intérieur de leur biologie qui dit « intéresse-toi plus au pic de l'homme ». Donc là, l'archétype, puis ça c'est très personnel, c'est plus du genre George Clooney. George Clooney, au début de sa carrière. Mais tu parles en trentaine, quarantaine. C'est ça, effectivement. Ouais. La fin du plateau de l'homme, moi j'appelle ça le Sean Connery effect. Combien de jeunes femmes, autour de 25, 30, 35, elles disent « Ah non, moi j'aime mieux les hommes plus âgés. » Ouais. C'est pas un fétiche, là. Non. C'est zéro un fétiche. Non. Puis moi, quand j'étais dans ma vingtaine, ça m'énervait. Pourquoi? Parce que c'était eux ma concurrence. C'était pas les autres de 20 ans, non. Les gens de mon âge. Non. Et c'est là où je disais, quand je sortais dans les bars, ma concurrence, elle était complètement déloyale. J'avais absolument aucune arme contre ça. Ouais, t'avais pas vraiment de façon de gagner ça. Non. À moins que c'était dans le short term, comme on expliquait tantôt. Parce que t'as quand même un 30% de ta game. Effectivement. T'as un 60% qui est entre ta game puis ton look, mais ça, c'est dans le short term. Effectivement. C'est dans le court. Là, il avait fallu travailler très fort sur certaines stratégies de game, justement, de look, 100%. d'apparence, 100%. d'approche, ouais. pour pouvoir combattre, ou plutôt compétitionner avec des hommes qui faisaient juste rentrer dans le bar, se prendre une bière, et t'avais 4 filles autour d'eux. C'est quand même le fun d'approcher cet âge-là, par contre. Hein? Effectivement, mais ça ne s'approche pas naturellement. Non, mais c'est quelque chose que Parce que c'est pas parce que t'as 45 ans que tu rentres dans un bar et t'as des femmes autour de toi. Non. Non, c'est pas c'est pour ça que c'est pas juste naturel. Non, mais faut que ça soit conscient, là. Faut que t'en ailles la conscience, je veux dire. Mais ça va même au-delà que ça. Parce que la valeur d'un homme, ça se travaille. C'est fait sur l'expérience, encore une fois. C'est fait sur la reconnaissance. C'est fait sur la notoriété. C'est pas juste biologique. Non, je comprends, mais ce que je veux dire, c'est que, rendu à mon âge, vu que c'est un concept que ça fait quand même longtemps que je comprends, là, c'est plus facile pour moi, consciemment, de savoir que je travaille sur plein de choses, puis ça n'a aucun rapport avec attirer les femmes. Mais ça en est une conséquence, le fait que je travaille sur moi-même, que je prends soin de moi-même, que je fais à chaque année, je fais plus d'argent que j'en faisais, je deviens de plus en plus sage à chaque année, que ça m'apporte de la valeur. Mais l'avantage que j'ai, c'est que je suis rendu assez sage pour savoir que j'ai cette valeur-là. Fait que pour moi, j'ai jamais eu autant de femmes qui ont été attirées, qui étaient début vingtaine, mid-vingtaine, qu'aujourd'hui. C'est absolument c'est ridicule là, quand on est conscient de ça. Là. On en parlait très brièvement avant de commencer le podcast. Moi, je pense que pour les hommes, ça va au-delà de juste attirer les femmes. 100%. C'est juste c'est une façon très facile de le vulgariser, par contre. Oui, c'est quelque chose d'extrêmement important aussi. Puis ça, c'est peut-être un héritage tribal que nous avons encore, qui a des centaines de milliers d'années. C'est que nous devons avoir la reconnaissance. Cette reconnaissance-là, si tu rentres dans une pièce et tout de suite, tu as un langage non-verbal qui te met à dos tous les autres hommes, t'es mort. Ouais, même si t'es le plus fort. Là. Ouais, mais 4 personnes contre toi, t'es dans la mort. La force dans notre société, là, c'est peut-être bien pour se battre dans un ring, là, mais si t'as vraiment besoin de te battre au bureau, ça sert à rien, tu vas finir à la police. Tu dois quand même avoir une certaine aura qui se construit avec l'expérience et tu dois travailler sur cette reconnaissance des pairs. Ouais. Et c'est là la grosse différence entre le SMV féminin et masculin.
Ouais, un est plus, comme je disais tantôt, un est naturel, l'autre est travaillé. Effectivement, encore une fois, les femmes naissent des femmes, les hommes deviennent des hommes. Ouais, ouais. De là, les rituels, les Mhm. rites de passage qu'on parlait tantôt. Puis, Ouais. ce graphique-là, il est merveilleux pour expliquer plein de choses dans notre société. Pourquoi est-ce que les armées sont pleins de jeunes hommes? Parce qu'ils n'ont pas de valeur. Ils valent à rien. Ouais. Mais pourquoi le monde C'est qui atroce dit... de dire ça. Non, mais c'est une réalité. Puis- It is what it is, man. Puis un des exemples encore dont on a parlé lors de la première Pléiade, je pense, Boko Haram, lorsque 100 femmes sont capturées, ça fait Ouais. le tour du monde, c'est une calamité, c'est atroce, ça l'est. Ouais. Mais par contre, on parle pas des... je crois que depuis que Boko Haram a commencé, c'est quelque chose comme 15 000, 15 000 villageois Ouais. qui sont morts. Ouais. Ouais, mais c'est juste des hommes. Mais c'est des hommes de bas âge. Des hommes en général. Ouais. Mais encore là, c'est... Un est naturel, l'autre est travaillé. Mhm. Euh, Donc, tu parlais quelque chose d'important. J'ai parlé de la... mais avant que tu ailles là, je pense que ça vaut la peine parce que plusieurs personnes, j'ai l'impression qu'ils regarderont pas le vidéo. Là. Fait qu'en gros, si ça commence à 16 ans, je vais juste répéter un peu avant que tu ailles où ce que tu t'en vas. Là. Fait que ça commence à 16 ans pour les deux. Par le temps que la femme est rendue dans le coin, le graphique que j'ai en avant de moi montre plus 22, 23 ans, mais j'en ai vu que c'est à 25, là. Puis j'ai regardé les des sites internet là, qui parlent un petit peu de quand la femme est la plus fertile, puis ils vont te donner jusqu'à 30 ans, mais ils disent vraiment littéralement que la vingtaine, c'est là que la femme est la plus fertile. Fait que disons qu'entre 20 et 30 ans, 25, ça fait du sens que c'est l'apogée. Un homme, on n'a pas encore parlé, mais un homme, son apogée commence dans le coin de 45 ans à peu près. C'est très très vague. C'est très très vague et très large. Ça... Puis ça peut continuer, c'est ça l'affaire. 45, c'est pas nécessairement le Moi, je top. dirais mi-trentaine, c'est le début de son apogée. Je pense que la meilleure façon... Oui, puis je suis d'accord, je le vois depuis que j'ai 30, 35 puis 38 ans, j'en suis extrêmement conscient de ça. Mais ce qu'on allait parler, c'est le fait que les deux lignes se rejoignent. Fait que malgré que rendu dans le coin... C'est là où j'en ai. Ouais, entre 33 et 34 ans, puis encore là, c'est simplement des... On généralise. C'est ça, c'est des balises très vagues, mais il y a effectivement les deux courbes qui se croisent entre 25 et 35 ans. La femme et l'homme ont la même valeur. La seule différence étant qu'il y en a une qui est en déclin, puis l'autre est en train de gagner de la valeur. Effectivement. Ça, de quelle manière est-ce que ça se reflète concrètement? Je suis sûr que tu connais plein de couples qui se sont mis ensemble à l'adolescence. À l'adolescence ou début vingtaine. Et les deux avaient à peu près le même âge. J'espère que tu n'étais pas encore au secondaire dans vingtaine, par contre. Là, mais ouais. Effectivement. Et avant toute chose, je ne connais aucun autre type de couple le plus heureux que des gens qui sont ensemble depuis la début vingtaine et qui sont maintenant tous les deux dans leur trentaine. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la même place. Non, ils sont pas à la même place. Ils ont passé le croisement. Mais ils ont connu le struggle, le conflit interne biologique de justement ce chevauchement des lignes. Ça se fait pas forcément consciemment. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je regardais le plafond à cause de ça. Je suis pas sûr que c'est conscient, par exemple. C'est impossible que ce soit conscient. Mais il y a forcément eu dans tous les couples, on en connaît tous. Moi, personnellement, j'ai un couple d'amis, ils sont ensemble depuis qu'ils ont 16 ans. Ouais. Ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. Ils ont 2 enfants, merveilleux enfants, ils sont heureux comme tout. C'est quasiment un couple de cartes postales. Ouais, ça n'est quasiment chien. Là. On en connaît tous au bureau, on en connaît tous. On a des amis, des cousins, des frères et sœurs qui sont comme ça. Ils ont passé un certain cap psychologique où effectivement il y a eu inconsciemment l'homme voyait que la valeur sexuelle de la femme baissait et bon, bien sûr la femme voyait que la valeur de l'homme montait. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de femmes choisissent certains hommes parce qu'ils voient en eux un reflet de leur succès. Ça va être un autre sujet. Mais le struggle, le conflit, il est surtout dans la prise de conscience de l'homme. C'est ce que j'allais dire. Où il voit la valeur naturelle
de sa femme baisser. Le conflit, la manière de le résoudre, c'est de comprendre que la valeur sexuelle d'une femme, ça veut rien dire. Et là, j'en reviens à mon petit avertissement du début. Là. D'accord? L'amour réel, il n'est pas dans le physique. Il est dans la prise de conscience que une personne a bien plus de valeur à l'intérieur. Et c'est pour ça que des couples qui sont ensemble depuis très longtemps ont vécu beaucoup de choses ensemble, ont énormément de vécu, d'expériences. Ouais. Et ils sont passés à travers tout le tiraillement sexuel qui les entoure. Ouais. Ça ne veut pas dire que l'homme dans ce couple-là ne sera plus jamais attiré par d'autres femmes, mais il a maintenant conscience que non, ma femme a bien plus de valeur que toutes les petites bimbos qu'il y a autour de moi. Mais faut comprendre que normalement, c'est les couples qui sont dans cette situation-là, l'homme a déjà eu des enfants, la femme a déjà fait sa job. Malheureusement, ça va sonner méchant ce que je vais dire, mais la femme a déjà fait sa job biologique. Puis l'homme... Et l'homme est en train de l'accomplir. Ouais, mais il est encore en train d'accomplir... Il est en train d'assumer sa place de mâle alpha. Ouais. Je reviens à l'exemple de la meute de lion, où il prend soin de cette meute-là. Bien sûr, conjointement avec la lionne. Ouais. Autre chose importante, après le croisement, ouais. Il y a un autre moment où psychologiquement, pour l'homme, il y a une autre épreuve. C'est parce que dans ce couple-là, il y a forcément l'homme qui va aboutir à ce plateau ou à ce pic de valeur sexuelle. C'est-à-dire où il a l'expérience. Ouais. Où il a, j'espère, la sécurité financière. Ouais. Où il a l'assurance. Il sait gérer les conflits dans sa famille, avec sa femme. À ton avis, c'est quoi la crise de la quarantaine? Les démons du midi. Ouais. C'est un homme qui se rend compte que, oh, j'ai toute cette notoriété-là. J'ai tout ce pouvoir-là, et quand je regarde autour de moi, j'attire tellement les jeunes femmes. Ouais, c'est ça. Il réalise sa valeur. La tentation pour une aventure, là, elle est énorme. C'est tout le temps avec ces jeunes femmes du bureau. Hein. Et ça, c'est l'ultime tentation de l'homme. Et là, je parle bien sûr des hommes qui sont en couple avec la même personne depuis un jeune âge. De temps, ouais. Si tu es célibataire à 40 ans, je veux pas dire que c'est la meilleure situation, mais tu sais tout de suite que tu peux te tourner vers une femme qui est aussi dans son pic. Qui est souvent ce qui arrive aussi. Qui est effectivement souvent ce qui arrive. Après les divorces, normalement, la plupart... Puis encore là, je déteste dire « faut comprendre », je n'arrête pas de le dire, là, mais il y a encore... Ce qu'on explique, c'est attaché au fait que tu as travaillé sur toi-même, que tu as pris de la valeur, que ça soit monétaire, que ça soit avec tes pairs, que ça soit physiquement. T'as conservé, t'en es conscient que t'as continué d'évoluer au travers de ton âge. Parce que c'est ça ta job en fait d'homme. On parlera plusieurs fois de ces manières de cultiver cette masculinité-là. C'est justement pour ça que la Pléiade existe. Mais il y a une prise de conscience, c'est ce que je veux dire. Absolument. C'est que par le temps, si l'homme a justement eu toute cette conscience-là, ou l'a fait inconsciemment par le temps qu'il a sa crise de quarantaine, c'est peut-être là qu'il se divorce, c'est peut-être là que là, il réalise que tout ce qu'il a fait au travers de sa vie, que ça a beaucoup effectivement d'effets sur sa valeur sexuelle. Effectivement. Puis c'est ça qui est un peu... tu sais, il y a un principe, il me l'a jamais été expliqué, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis depuis 10-20 ans, je remarque ça, c'est... Tu t'imagines qu'un homme et une femme ont la même âge, ça fait 15 ans, 20 ans qu'ils sont ensemble, ils ont des enfants, ils se séparent, ils se divorcent. Comment c'est dur pour une femme dans fin de 30... Tu sais, autant... Puis je pense que c'est ça l'illusion un peu de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. On pense que dans une situation de divorce où... mettons qu'on regarde là au croisement des chemins là, qui sont... mettons, là, pour sake of argument, on va dire que c'est 35 ans. Parce que c'est à peu près dans ce coin-là que ça se croise.
Pour un homme à 35 ans de sortir d'un divorce, il est crissement plus avantagé qu'une femme de 35 ans pour Qu'une se femme à sortir. 35 ans, absolument. Puis Absolument. c'est méchant à dire, puis pourtant, moi, les femmes que je trouve les plus belles sont dans ce coin-là. Mhm. Mais ça, c'est ma préférence à moi. Mhm. La préférence en général d'un homme qui est célibataire, qui veut peut-être avoir des enfants, Mhm. ne sera pas d'aller dans une... Effectivement, puis c'est chiant si tu considères que se remettre en couple, c'est être dans le cadre du sexual market value. Comme Parce moi, que 38 ans, puis Parce comme... que dans le cadre du sexual market value, se remettre en couple, c'est pas juste des affaires d'un soir. C'est utiliser ta valeur. Pour les femmes, c'est procréer. Pour les hommes, c'est garder stable le cadre de cette procréation-là. Donc effectivement, pour une femme de 35 ans, se retrouver dans un couple, c'est assez facile. Mais par contre, pour se retrouver dans un couple, pour reprendre à zéro une famille, watch out. Puis c'est ça un petit peu pour nous. Fait que moi, j'explique ça. Mettons que t'as pas d'enfant, une femme de 35 ans, d'avoir un... Je peux te parler d'expérience, puis ça va être un peu méchant ce que je vais dire, là, mais ça fait longtemps. Tu sais, j'ai 38 ans, j'ai pas d'enfant. Ce que j'aimerais en avoir un jour, oui, mais il faut quand même trouver la bonne personne, mais ça, c'est une autre conversation. Mais ce que j'allais dire, c'est que je me rappelle, dans le début de ma trentaine, je datais, là, comme entre 30 puis 35 ans, je datais des femmes qui sont entre 30 puis 35 ans, puis c'est des femmes qui ont pas d'enfants, qui veulent avoir des enfants, sont, même si consciemment, ils réalisent pas que c'est leur valeur sexuelle qui est en déclin, ils veulent avoir des enfants, ils ont des plans de 2 ans, là, eux autres, dans leur tête, là, hey, je me suis fait dire sur des premières dates, là, dans 2 ans, j'aimerais ça être marié, avoir des enfants, puis je suis comme, are you fucking crazy? Well, Are you fucking nut? Ouais, mais c'est ça, le timer, il est parti. the clock is ticking. Ouais, puis le sablier, comme tu disais tantôt, là, il y en a reste plus. plus grand chose, là. Ouais. Puis, je le réalisais pas à cet âge-là. Nécessairement. Un peu cave aussi. Ouais, même aujourd'hui, là, écoute, j'en connais juste assez pour sonner moindrement intelligent, là. Tu sais, il y a un principe en vente qui dit, c'est pas nécessairement ce que tu sais, c'est ce que tu es capable de convaincre quelqu'un que tu sais. Yeah. ça, je suis bon pour ça. Lao Tzu. Ouais, c'est ça. The Art of War. Ouais, exact. Mais c'est ça qui est... Je pense que c'est là que le monde a un petit peu de la misère à avaler cette pilule-là. Hein. Tu sais, je t'avais dit ça hier quand je parlais de Kenny Reeves. Ouais. Où il fréquente en ce moment une femme qui a son âge, puis le monde des médias, c'est finalement un homme qui fréquente une femme d'âge approprié. Je suis comme, what the fuck does that mean? Ouais, ça c'est parce que c'est approprié pour Kenny Reeves d'être avec une femme dans la quarantaine parce qu'il veut pas d'enfants. Mais s'il voulait des enfants, je te garantis qu'il serait pas en train de fréquenter une fille de 45 ans. on va pas se le cacher, là. Exact. Tu sais, mais je sais pas pourquoi c'est si dur que ça à accepter ce principe-là. C'est un principe biologique, là. Puis surtout que, puis là j'en viens maintenant à comment c'était avant par rapport à maintenant, c'est la résultante de... Les gens disent que c'est la libération sexuelle. Moi, je parlerais plutôt de dérégulation du marché sexuel. S'il y a une dérégulation, c'est-à-dire que si on enlève les restrictions de chacun des sexes par rapport à leur rôle... c'est là que tu vas te mettre dans la merde, là. Tu parles de rôle de genre, ça existe, ça? Ouais. Les mots existent, les concepts existent. C'est clair. Si t'es offensé, c'est pas parce que c'est pas parce que t'as raison, là. Ça veut pas dire que t'as raison. Non, okay? Définitivement pas. T'es peut-être offensé qu'il y a toujours de la neige au Québec. Ben, à part là, il pleut en tabarnak en ce moment. Hein? Ouais, mais on a pas mal glissé lors de notre promenade. Ouais, donc il y avait encore de la glace et de la neige. Ouais, c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est que cette dérégulisation a enlevé une chape sur la responsabilité de chacun des genres qu'il devait absolument assumer. Il devait l'assumer pourquoi et cette régulation était mise par qui? Avant la révolution sexuelle, je parle des années 50, 40 et même avant, il y avait une énorme pression sociale pour une femme de se marier très vite. Et pour un homme début vingtaine, dans les années 40 qui n'était pas marié et qui avait déjà pas 1 ou 2 enfants ou 1 ou 2 enfants à venir, c'était très mal vu.
il y avait une pression sociale et des pères énormes. Ouais. Donc, non seulement cette régulation, elle était présente dans la société, mais elle était poussée par le milieu familial. C'était même extrêmement mal vu pour une femme d'avoir un enfant hors du mariage. C'est clair. Hi. Ouais. Donc là, on met un point sur quelque chose. Le mariage. Le mariage, c'est quoi? On en a parlé lors de ma première venue sur ton podcast. Le mariage, c'est un lien spirituel entre deux individus. Mhm. Ça peut être plein d'autres choses, Ouais. mais initialement, c'est un lien spirituel régulé par qui ou par quoi? Par une instance religieuse. Ouais. Pas un gouvernement, pas la famille, une instance religieuse. Ouais. La vraie définition du mariage. La Pas ce vraie- que c'est venu aujourd'hui, là, d'où ça vient. Le mariage est toujours ça. Maintenant, moi, personnellement, je n'appellerais pas deux personnes qui se marient devant, je veux dire, Un à la juge, mairie un juge, ouais. ou devant un juge. J'appelle pas ça un mariage, j'appelle ça une union. Ouais, ouais. Un mariage, tu es à l'église. Mais c'est religieux, ouais. Tu peux être avec quelqu'un, vivre toute ta vie, tu peux être un couple homosexuel, j'en ai rien à faire. Tant que tu ne passes pas à l'église, tu n'es pas marié, tu es uni. Ouais. C'est très différent. Ouais. Les lois devraient être exactement les mêmes. Mhm. Par contre, je suis très à cheval sur les termes. Ce n'est pas un mariage si tu ne passes pas par l'église. Mais c'est une union. C'est une union. Mais toi, ce que tu veux dire, c'est que dans les yeux de la loi, que tu sois marié ou que ça soit une union ou qu'il n'y ait pas d'union sur papier, c'est pas important. C'est juste que toi, tu dis le mot mariage, Non, c'est religieux. l'union et le mariage doivent être sur papier. Non, mais c'est ça que je veux dire. Sinon, il n'y a aucune implication des responsabilités de l'individu. Je comprends, mais ce que je veux dire, c'est que d'après la loi, parce que tous nos principes, peu importe du principe duquel on va parler quand c'est homme-femme, on s'entend tout le temps, toi puis moi, que la première chose qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, de la loi, tout le monde est égal. Pas d'importance ta couleur, pas d'importance ton sexe, pas d'importance ta provenance en face de la loi. On devrait être égal. Ouais, Ouais. c'est ça mon point, dans une situation parfaite. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu fais mariage puis union, Mhm. que ça soit un mariage, que ça soit une union en avant d'un juge, d'après la loi, c'est les mêmes. Les lois sont les mêmes. Devrait être la même, oui, effectivement. Mais ce que je dis, c'est que toi, t'es à cheval sur le mot. Exact. Une union, c'est quelque chose qui est arrivé à l'extérieur d'une église. Tandis Exact. qu'un mariage, c'est quelque chose qui est en avant d'une, pas nécessairement juste une spiritualité, mais d'une religion en tant que telle. Un mariage, effectivement, c'est devant une instance religieuse. Ouais, c'est ça. Une union, c'est devant une instance civile. Mais spirituellement, ce n'est pas la même chose, mais d'après la loi, c'est la même chose. Exact. OK, on Ça s'entend. devrait être la même chose. Ouais, c'est ça. Je voulais juste la définir pour être sûr qu'on nous comprend. Là. Exact. Maintenant, avant, cette pression, ou plutôt cette régulation, était faite justement par l'instance du mariage, par les instances religieuses. Lors des mouvements sociaux des années 60, surtout de la fin des années 60, cette dérégulisation du marché sexuel-là a levé cette chape de la pression de l'instance religieuse et ce qui a amené à ce qu'on appelle la libération sexuelle. Moi, je parlerais plus de dérégulation du marché sexuel. Ouais. Et lorsque tu dérégularises les rôles des genres, tu fais que augmenter plutôt tu fais uniquement amplifier la valeur biologique des genres. C'est-à-dire Ouais, que tu l'exposes. Tu moins- l'exposes pas mal plus. moins tu hein. régules socialement, Ouais. plus le caractère biologique des genres va être mis en avant. Ouais, il va être C'est pour ça que décuplé, là. ce graphe-là, dans les années 40, il existait, mais il n'était pas appliqué. Ouais. Parce que la pression de la société, qui était très religieuse, forçait les jeunes couples à se marier très jeunes, Ouais. à avoir des enfants assez rapidement. Donc effectivement, l'homme profitait très rapidement de la valeur biologique de la femme, Mhm. d'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'il ne passait pas par le même tiraillement et les mêmes conflits lors du croisement des deux courbes Ouais. et lors de la quarantaine. La crise de la quarantaine, là, c'est... Moi, j'entends ça depuis que je suis tout petit. Pas parlant des gens de l'époque où j'étais tout petit, mais même bien avant. Ouais. Lorsque tu retires donc cette régulation-là,
tu fais uniquement amplifier la nature des individus, la nature biologique des genres et des sexes. Donc ce qui est maintenant la régulation, c'est le marché sexuel. Ça se voit où? Ça se voit dans le sexual marketplace. Donc quels sont les lieux que tu fréquentes où tu exerces ta valeur sexuelle? Ça se voit dans les bars. Je parlais justement, moi en tant que jeune de 21, 22 ans que j'étais, je rentrais dans un bar, je compétitionnais pas avec des jeunes de 21, 22. Non. Je compétitionnais avec des autres hommes qui étaient 35, 40, 50. Et moi, personnellement, je trouvais ça dégueulasse. Je trouvais ça dégueulasse de voir un homme de 50 ans partir avec une petite jeune de 19. Ouais. Pourtant, c'est tout à fait naturel. Ça veut pas dire que je trouve ça acceptable encore aujourd'hui. Mais c'est quand même une réalité. Mais c'est explicable biologiquement. Et si on a quelqu'un à pointer du doigt pour dire pourquoi est-ce qu'on doit accepter ça maintenant, c'est les mouvements de libération sexuelle des années 60 et 70. Ouais. Qu'est-ce que tu penses? Je pense qu'il y a quelque chose qui vaut peut-être la peine de parler. Là, qu'est-ce que tu penses qui est l'importance? Parce que je vais utiliser un exemple, puis c'est quelque chose que je trouve qui me fait un petit peu mal au cœur, considérant que je comprends la valeur sexuelle. Tu sais, comme on parlait d'Instagram tantôt, qui va faire partie de justement la place où la valeur sexuelle est avec laquelle elle est jouée, où elle est calculée, où elle est montrée, où elle est mise en... Elle est exposée. Mm-hmm. Tu sais, des femmes de 28 ans qui disent moi je cherche rien de sérieux pour l'instant parce que j'ai amplement de temps. Puis le fait qu'on n'apprenne pas ça à nos jeunes filles, de dire, écoute, ça c'est... Tu sais, si tu vas... d'expliquer la valeur biologique, parce que malheureusement, pour une femme, sa valeur sexuelle est 100% sa valeur biologique. C'est quand elle est capable de reproduire, puis de mettre à terme des enfants dans le meilleur état possible. C'est très dommageable, je trouve, à la société dans laquelle on vit aujourd'hui, que justement, l'emphase sur laquelle on devrait mettre, elle n'est pas discutée du tout. Là. C'est pas quelque chose que... J'ai jamais entendu une femme m'approcher avec des choses comme ça, me dire qu'elle a une valeur sexuelle puis que dans trentaine est en déclin. Je l'ai expliqué souvent, par contre, puis j'ai jamais eu une femme jusqu'à date avec laquelle j'ai été capable d'y parler en pleine face, là, où elle n'a pas été d'accord avec ce que je disais. Moi, je pense que ça vaut même pas la peine d'essayer d'expliquer. Non, mais je parle en fait de père, en fait. Mettons que moi, un moment donné, j'ai des filles, là, puis même que ce soit des filles ou des gars, je vais leur expliquer la même chose, là, mis à part que j'espère qu'on va avoir la chance d'en parler avec pas mal plus d'hommes pour qu'ils réalisent que... Tu sais, je l'expliquais. Maudite affaire, je vais le quoter. Je quote Joseph aussi souvent que je quote Peterson dans mes podcasts avec toi. Puis encore là, si vous avez pas écouté d'autres podcasts où je parlais de Joseph, c'est un gars qui faisait partie de la Pléiade quand elle était face à face. Toujours partie de la Pléiade? Ouais, mais je fais juste dire qu'il était là du départ, il était là avant moi même, puis il était en personne quand les Pléiades se faisaient en personne. Joseph, pour le mettre en perspective, il est 6 pieds 2, 6 pieds 3, doit peser un 220 livres, 230 livres. C'est un gars qui paraît bien, c'est un gars qui est extrêmement intelligent. Puis c'est un gars qui a à peu près 22 ans, 23 ans. Puis il nous demande souvent des questions. C'est une des beautés de la Pléiade, c'est qu'on a des gars dans vingtaine, dans trentaine, dans quarantaine, dans cinquantaine. Puis t'as un gars comme Joseph qui m'a déjà approché avec ça, puis j'ai expliqué que je l'avais mis en termes très simples, malgré qu'il est super intelligent, là, mais, tu sais, d'expliquer à ton petit gars, de dire que, désolé mon gars, mais que tu sois dans ta vingtaine, mais que tu sois un teenager, t'as pas de valeur dans ta vingtaine. La vie va être dure. T'as pas de valeur non plus, mais ta job dans ta vingtaine, c'est de découvrir ce qui va te donner de la valeur dans ta trentaine, dans ta quarantaine. Qu'est-ce que t'aimes chez une femme? Qu'est-ce que tu voudrais faire comme métier? Qu'est-ce qui sont tes qualités, que ce soit physique, mentale, spirituel, peu importe. C'est à toi de trouver les aspects de toi-même sur lesquels tu sais que tu vas devoir travailler pour le restant de tes jours pour augmenter ta valeur sexuelle le plus possible. De faire la paix avec le fait que dans ta vingtaine, les filles, les plus belles filles, les filles qui ont le plus de valeur, malheureusement, c'est pas avec toi qu'ils vont se ramasser, puis c'est correct. Mais c'est à toi
d'apprendre le plus que tu es capable d'apprendre en fréquentant les filles que tu es capable de fréquenter pour savoir ce que t'aimes, comment leur plaire, ce que les autres aiment, de justement bâtir ces connaissances-là, que ça soit sexuel vers une fille, que ça soit émotionnellement avec les femmes, que ça soit personnellement sur l'homme que tu vas devenir pour que lorsque ta valeur va commencer à vraiment augmenter dans ta trentaine, dans le milieu de ta trentaine, que tu sois prêt, que tu sois conscient, que tu sois à l'affût de ce que tu devrais faire à partir de ce point-là. Ouais. Puis pour reprendre ce que tu disais par rapport à l'éducation, je pense que ce qui est très déplorable actuellement, c'est que nous encourageons les jeunes femmes qui sont dans leur pic à justement profiter à fond de leur situation par rapport à leur courbe, sur leur courbe, et de leur dire ça sera toujours comme ça. C'est ça la question. Pas forcément de leur dire, mais de leur faire comprendre que vous êtes comme des hommes et vous pouvez refaire ça autant de fois que vous voulez. Sauf que, tristement, la nature et la réalité frappent tout le monde, femmes et hommes, très très dur. Est-ce que tu penses, c'est une question que je voulais te poser, merci d'avoir parlé de ça, ça me l'a rappelé. Est-ce que tu penses qu'une femme qui joue le même jeu qu'un homme, là, dans le fond, Ok, je vais mettre un peu de viande alentour de ma question. Dans ma tête, une chose qui explique un petit peu les problèmes de couple qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça a toujours été la job d'une femme dans l'histoire des humains à contrôler un petit peu l'aspect sexuel. C'était tout le temps la job de la femme, puis c'était entendu, là. C'est pas quelque chose, j'invente pas ça, là. C'est juste que récemment, depuis, mettons qu'on appelle ça les années 60, les années 70, c'était toujours la job de la femme, ou de la jeune femme, de passer au travers des cavaliers qui essayaient de l'obtenir, ou qui essayaient d'avoir quelque chose, une relation avec cette femme-là. C'était sa job de contrôler l'aspect sexuel des choses, de dire qu'un certain homme va devoir se prouver, pourquoi il y a un million d'histoires que les hommes vont au front, puis battent des dragons, puis battent des créatures pour sauver une jeune femme. C'était la façon qu'ils prouvaient à la femme qu'il méritait sa fertilité, dans le fond. Est-ce que tu penses que le fait que c'est plus quelque chose qui est vraiment compris aujourd'hui, que c'est un des rôles de genre que la femme a de choisir les hommes ou l'homme avec lequel elle va avoir des enfants. Est-ce que tu penses que ça a un gros impact sur sa valeur sexuelle, le fait qu'elle a été convaincue qu'elle est comme un homme de cette façon-là, qu'elle couchait avec autant d'hommes qu'elle veut, ça l'affecte pas sa valeur? Est-ce que tu penses que c'est vrai, ou est-ce que tu penses qu'une femme qui couche avec beaucoup d'hommes avant qu'elle ait 25 ans, disons que c'est son apogée, c'est 25, là, une femme qui couche avec beaucoup d'hommes dans sa vingtaine, sans jamais en choisir un pour justement prendre avantage de sa fertilité, ne crois-tu pas que ça détériore sa valeur sexuelle en fait des hommes qui pourraient la considérer s'ils connaissent pas son histoire? Tristement, oui. Toutefois, je pense que même encore aujourd'hui, la femme est toujours en contrôle avec qui elle a des rapports. Pas conscient. J'ai pas l'impression que c'est si conscient. C'est très, très, très conscient. Tu penses? C'est très conscient. OK? Va dans un bar. Ben, on peut pas, on porte tous des masques. Bon, déjà. Ils sont tous fermés, de toute façon. OK, retranscris-toi en 2007. Ouais, c'est ça. 2007, Café Campus. Je rentrais là, je devais travailler pour ressortir avec une fille. Ouais. La fille, elle avait juste à être là. Et ça me fait penser à quelque chose, la chaîne, je me rappelle plus comment s'appelle la chaîne, le gars s'appelle Richard Cooper. Et lui dit simplement que les hommes doivent travailler pour finir le premier de la course. Ouais. Les femmes ont simplement à attendre à l'arrivée et à prendre le gagnant. Wow. Richard Cooper. C'est lui. Startup Mentor. C'est lui-là? Exact. C'est ça. Entrepreneur in Cars. OK. Ouais. Entrepreneur en auto. Donc, okay. Donc je ne pense pas je pense que la femme est toujours en contrôle avec qui elle a des rapports.
Ouais. Il y a tristement des cas où des hommes utilisent à mauvais escient leur force pour se forcer sur les femmes. Ça s'appelle un viol. Ouais. Mais mettons de côté ceci. Lorsqu'un couple a des rapports, c'est majoritairement parce que la femme l'accepte. Ouais, parce que le gars, il est tout le temps ready to go, dans le fond. Là. Il est tout le temps prêt à... Effectivement. D'ailleurs, on parle souvent du fait que tu sois spirituel mais pas religieux. Une religion, à la base, c'est quoi? C'est un mode d'emploi pour réguler une communauté. Ouais. D'accord? Je dis que le mariage, c'est une union spirituelle sous une institution religieuse. Ouais. Je pense que toutes les religions, c'est un amalgame de sagesse accumulée depuis la nuit des temps, qui comprenait exactement toutes ces notions-là. Et j'ai perdu mon fil, ça va revenir. Ouais, Damien s'en vient vieux. Malheureusement. Je suis sur le déclin. Ouais, t'es-tu le déclin? Non, techniquement, tu l'es pas pantoute. Écoute, la chose que j'essaie de dire, je vais te reposer la question peut-être un petit peu plus vulgairement, puis ça va te revenir ce que je veux dire, là. Imagine, je vais te mettre dans une situation. Tu rencontres une fille de... Toi, je le sais que t'es aimes. Peut-être on va établir ça parce que j'ai tout le temps trouvé ça drôle, parce que c'est une des très grosses différences entre Damien et moi, là. Moi, j'aime les femmes, je sais pas pourquoi, là, je les aime entre 28 puis 35. Je les aime, ils montent un petit peu d'âge, là. Puis toi, t'es aimes 25 ans. T'es aimes entre 20 puis 25 ans. T'es plus, si on suit la courbe biologique, t'es plus dans ce côté-là que moi, là. Mais, tu sais, je te pose une question comme ça. Mettons que tu rencontres une fille qui a 23 ans, elle te plaît, peu importe, puis elle te dit qu'elle a couché avec X nombre de gars. Ne trouves-tu pas ça comme je veux pas dire une mauvaise chose, mais est-ce que c'est pas quelque chose qui lui fait perdre des points sur peu importe l'échelle que tu utilises pour la juger? Totalement. Puis les auditeurs pourront me juger comme ils veulent, j'en ai rien à faire. Mais pour moi... Non, excuse-moi, t'en as rien à foutre. Non, je suis très poli. Ok, ben moi je m'en calisse. et j'ai retrouvé mon fil de pensée de tantôt. Ouais. Je vais essayer de coudre ça ensemble. Donc oui, effectivement, je trouve que une femme qui a couché avec beaucoup, et beaucoup c'est très relatif, qui a eu beaucoup de partenaires, c'est néfaste par rapport à la valeur que je veux que cette femme ait dans mon couple. Ouais. Je vois ça un petit peu comme, puis je sais qu'on en a déjà parlé, aussi bien pour un homme que pour une femme, avoir une relation sexuelle, c'est comme avoir du scotch tape, un sparadrap, t'es écœurant de cette analogie-là. Ou du duct tape que tu colles sur une surface. Ouais. Une relation sexuelle, ça a énormément d'importance. On prend ça tellement trop à la légère, tu t'unis à la personne de manière pas juste physique, mais si tu es vraiment là, tu peux avoir une expérience spirituelle énorme. Ouais. Donc, utiliser ce sparadrap pour le coller à une surface, ça c'est une relation sexuelle. En passant, excuse-moi, pour les Québécois, là, c'est du sparadrap, là, c'est du scotch tape. Scotch tape, j'ai dit. Scotch tape, duct tape, sparadrap, peu importe. Faut que tout le monde comprenne. T'écoutes pas, t'es pas attentif. Ah, ben ça, écoute, c'est possible, là. Bon, bien vu aussi. Là. Imagine ton duct tape, tu le colles à une surface. Ça, c'est l'analogie d'une relation sexuelle. Ouais. Si tu as une autre relation sexuelle avec quelqu'un d'autre, tu retires le scotch tape ou le sparadrap, peu importe, et tu le colles sur quelque chose d'autre. D'accord? Au bout de combien ton scotch tape, il aura plus aucune adhérence. Ouais, il colle plus bien. Il colle plus bien. Donc, il y a, moi je pense, selon mes croyances philosophiques et spirituelles, il y a une période où l'homme, puis je parle juste de l'homme, je parle pas de la femme, je ne suis pas une femme et je ne veux pas donner de conseils à ce niveau-là pour les femmes. Mais pour les hommes qui nous écoutent, il y a, je pense, un processus où tu peux redonner de l'adhérence à ton scotch tape, et ça, c'est simplement une période définie de X d'abstinence. Pour redonner de la valeur à quelque chose, retire-le de tes activités. Ouais, ça, je pense que tu viens de me donner. Je vais prendre des notes parce que je pense que
Ça, juste là, c'est quoi la transmutation? La transmutation sexuelle. La transmutation sexuelle. Chapitre puis 11 dans de Think and Grow Rich de Napoleon de Hill. Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Je pense qu'il faudrait faire un podcast sur un mix de la transmutation avec l'effet Pornhub. Absolument. Je pense parce que ça, puis ça, malheureusement, j'ai mes moments que la transmutation, vite fait, la transmutation, ça veut dire que tu te ne masturbes plus. Il y a certaines étapes, il y a certains stages, mais vite dit, là, ça va. Transmutation veut dire que tu gardes tes spermes puis ils sont réabsorbés par ton corps après X 10 jours, mettons. Là. On veut utiliser 10 jours comme un terme comme ça. Ça, c'est la transmutation sexuelle, mais la transmutation, d'un sens général, c'est l'utilisation d'une énergie X déplacée vers une activité Y qui n'est pas liée à l'énergie de départ. Donc, par exemple, si tu gardes une certaine énergie sexuelle, une certaine rage interne, et que tu utilises cette force-là pour accomplir quelque chose d'autre, ça c'est de la transmutation. Ton énergie sexuelle, tu la transmutes vers l'accomplissement d'une action X ou Y. Maintenant, pour revenir au fil de pensée que j'avais perdu, par rapport à l'importance de la religion dans l'union d'une femme et d'un homme, et c'était justement lié au nombre de partenaires que pouvaient avoir la femme et l'homme. Les religions avaient compris ceci. Est-ce qu'ils l'expliquaient exactement de cette manière-là? Vulgarisé de la façon qu'on le dit. Je ne pense pas. Le contrat du mariage religieux, c'était que lors de l'union, la responsabilité de la femme, c'était non seulement de fournir le pic de sa valeur sexuelle à l'homme, donc c'est-à-dire de fournir des rapports sexuels, mais l'homme, c'était aussi de fournir le pic non seulement à la femme, mais aussi à toute la famille. C'était ça le contrat social, entre guillemets, du mariage dans toutes les religions. Fait que pour répondre à ma question, tu crois, oublie l'aspect spirituel, on va juste parce que je pense que malheureusement la plupart des gens ne se considèrent plus spirituels parce qu'on pense que spiritualité c'est nécessairement religion, mais c'est deux choses complètement différentes. Mais ça peut être la même chose aussi là. Mais dans si on le vulgarise au maximum, une fille que tu rencontres qui peut te plaire, qui est dans le pic de sa fertilité, puis toi qui vas avoir des enfants, elle t'intéresse jusqu'à ce qu'elle si elle te regardait puis elle disait que son scotch tape il était collé puis il a été enlevé pas mal souvent, c'est un gros non là. Pour moi personnellement, c'est un gros red flag. Puis je serais curieux, ça c'est pour les gens qui écoutent le podcast, je serais curieux que vous m'écriviez après, je serais curieux que vous me passiez des commentaires, que ça soit en privé parce que vous voulez pas parler de ça publiquement, là, ça me va absolument, mais je serais curieux. Je serais vraiment curieux de savoir si c'est quelque chose, parce que moi aussi ça m'importe. Mais parce que moi à ce moment-là, je me pose plein de questions. Pourquoi? C'est quoi les valeurs fondamentales de cette personne-là? Puis justement, si c'est vraiment le cas, et si c'est ses valeurs, ou même si c'est pas ses valeurs, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette jeune fille-là? Tu penses que ça démontre peut-être des plus gros problèmes dans sa jeunesse? Effectivement. Est-ce que peut-être qu'elle a été abusée par son père ou par un beau-père, peut-être même par quelqu'un d'autre? C'est majoritairement toujours dans son entourage proche, mais peut-être qu'il y a quelque chose de psychologique et de physique très intense. Pourquoi est-ce que elle gaspille ou met à disposition à qui veut cette valeur inestimable qui ne reviendra jamais? Fait que elle se dévalorise elle-même dans le fond. Exact. Pourquoi? Il y a tout le temps un aspect psychologique en arrière de ça. Pourquoi elle se dévalorise? Exactement. Et tristement, aujourd'hui, le message du féminisme de troisième vague, c'est quasiment be a slut.
soit une salope. Ouais, mais juste l'expression, j'ai jamais entendu un homme... C'est tout le temps les femmes qui disent à un homme ou à une autre femme de dire qu'il devrait arrêter de slut-shamer. Mm-hmm. Ça me... juste cette expression-là, là, à mes cœurs, je l'aime pas pantoute, cette expression-là. Mais... il y a... J'espère que du sujet duquel on parle, ça vous fait du sens là, à vous qui écoutez le podcast présentement. La chose, comme j'ai dit, je vais m'arranger pour mettre le graph. Au pire, là, si vous regardez pas le vidéo, là, vous pouvez littéralement regarder pour Men and Women Sexual Attractiveness. En gros, là, cherchez pour le SMV, Sexual Market Value, Graph, ouais, Google Images. Exactement. Et vous allez avoir de différentes âges, là. Ça varie un petit peu dépendant du graph, mais le principe est toujours le même. Je sais pas si t'avais d'autres choses que tu voulais rajouter parce que j'allais réitérer un petit peu, faire un résumé parce que c'est quelque chose duquel on peut parler pendant 5 heures. Là. Effectivement. Je pense que tout a pas mal été dit. Ouais, parce que ça fait 1h25 quand même. Là. Je pense que tout a pas mal été dit. Je tiens juste à réitérer que ça n'a rien à voir avec la valeur intrinsèque d'une personne. Ouais, c'est pas une chose de personnalité. On n'est pas en train de dire qu'une fille dans 30 ans n'a plus de valeur du tout. Là. C'est exact. pas ça pantoute qu'on est en train de dire. Là. Et c'est quelque chose d'animal et de naturel. L'amour n'a même rien à voir là-dedans. Justement, je parlais de vrai amour, de personnes du même âge, début vingtaine, qui ont commencé à être ensemble et qui sont en mi-trentaine sont encore ensemble. C'est parce qu'ils ont construit quelque chose et ils ont atteint une étape d'amour qui est inestimable. Je pense, je vais terminer ça juste en peut-être réitérer pour la 3e fois, mais je veux juste faire sûr que c'est conscient, là. On n'est pas en train de dire qu'une femme, après sa trentaine, n'a plus de valeur. On n'est pas en train de dire qu'un... non, on est en train de dire qu'un gars dans sa vingtaine n'a pas de valeur. Ça, on va le dire, par exemple. Il n'a pas de valeur sur le marché sexuel, sauf que le marché sexuel de l'homme est bien plus vague que juste sa capacité à se reproduire ou non. Ouais. Exactement ça. Je pense que c'est ça exactement. Fait que si on repart avec ce qu'on disait des femmes, les deux, que ce soit l'homme ou la femme, le graphique commence à 16 ans. Mm-hmm. Vous avez littéralement un angle de quasiment 90 degrés. Là. C'est quasiment une ligne droite. Une femme à partir de 16 ans ou une adolescente de 16 ans, de la journée qu'elle a ses règles, sa valeur commence à monter. Exact. Puis ça monte en ligne droite. Là. Mm-hmm. Puis elle aboutit à son apogée dans le coin de 25. Fait qu'elle gagne la valeur jusqu'à 25. À partir de 25, ça commence à décliner. Puis, tu sais, on va s'entendre que même mon ex qui était médecin, elle me le disait tout le temps. Elle avait quand même 32 ans quand on était ensemble. Puis elle le savait, même elle le savait. Là, dans le coin, dans son âge, il était temps qu'elle ait des enfants. Là. Toutes mes amies filles sont conscientes. Qui sont dans leur trentaine ou même passé trentaine, ont soit fait la paix avec le fait qu'il y aura plus d'enfants, ou alors se dépêchent là, et veulent absolument. Fait que je pense que la chose que je veux expliquer, c'est vraiment que à partir de 20 ans, c'est en perte, malheureusement, pour les femmes. Puis les hommes, eux, dans le coin de 16 ans, ça monte, mais ça monte à un angle plus de 45 degrés. Mm-hmm. Jusqu'à ce qu'ils se rencontrent dans le coin de 33, 35. Mettons, on va dire 35, c'est un chiffron, là. Dans le coin de 35, c'est là que les hommes et les femmes se rejoignent. Mm-hmm. Malgré que la femme est en déclin, l'homme est en pleine croissance. Il est même pas proche de son pic, là. Mm-hmm. Puis c'est la job d'un homme, comme je disais tantôt dans la vingtaine, c'est la job d'un homme de se comprendre, d'apprendre ce qu'il veut, de bâtir ce qu'il va devenir, puis de commencer à acquérir de la sagesse, de s'entourer de mentors qui vont justement l'aider à comprendre de quoi on parle justement présentement. Puis je suis désolé pour les femmes qui écoutent le podcast, mais je vais être 100% franc avec vous, le podcast n'est pas pour vous. Le podcast, c'est vraiment... Non, moi je pense que c'est aussi pour les femmes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je vais répéter, je vais choisir mes mots mieux. Je vais mieux choisir mes mots. Ce que je veux dire, c'est que le principe de la Pléiade, c'est quelque chose qu'on veut pousser pour les hommes qui ont pas nécessairement les connaissances desquelles on parle. Pas nécessairement, on va pas aussi en détail du côté des femmes qu'on va aller du côté des hommes. Moi, je veux aider des hommes à bâtir cette connaissance-là, de savoir que
c'est pas parce que t'es pas en couple. Pour une raison ou pour une autre, un homme dans la trentaine qui est pas en couple pense que c'est la fin du monde. Dude, tu commences à peine à avoir de la valeur, mon gars. Tu vas avoir du fun en Christ. T'as travaillé sur toi. Ou même un homme qui vient de se séparer. Ça faisait 10 ans qu'il était avec la même fille depuis qu'il a 22, 23 ans. Pour lui, c'est la fin du monde. Non. Ben, Stéphane Arnaud le disait super bien dans son livre Hard Times Create Strong Men. Il l'explique extrêmement bien, qui dit, toi, là, si tu te divorces, t'es mieux, tape le gym, check ta diète, mon gars, parce que t'es dans trentaine, t'es dans quarantaine, puis t'es en shape, tu vas avoir du fun. Si tu cherches rien de sérieux ou tu cherches quelque chose de sérieux, tu vas avoir du fun. Pour revenir à ce que je disais, je vais me concentrer un petit peu plus sur les hommes, là. Il y a une raison pourquoi, si vous regardez l'histoire, la plupart des hommes ont pas vraiment beaucoup de succès avant le milieu de leur quarantaine. Ça, c'est un autre principe qui est malheureusement pas très bien expliqué. On voit, il y a certains hommes, tu regardes un Mark Zuckerberg, que lui, il a gagné ça dans la vingtaine, mais ce gars-là, c'est pas général. Ça reste une exception et ça confirme une règle. Mais il est un peu un génie dans ce qu'il fait, ce gars-là. Mais si on regarde pour des gars plus traditionnels comme toi et moi, par exemple, je vais pas réinventer la roue, là. Mais ma valeur dans ma vingtaine, aujourd'hui, je me regarde puis je suis comme, calisse qu'une chance que je parais mieux que la moyenne des gars parce que j'aurais pas eu grand-chose. Dans ta trentaine, tu veux dire? Non, même dans ma vingtaine, j'ai été assez chanceux que parce que les choses à court terme, comme on expliquait tantôt, la valeur d'un homme à une femme quand c'est juste pour avoir du fun, c'est quand même 30% puis 30% de la game. Puis ça, j'ai tout le temps été chanceux, que j'ai tout le temps compris les femmes, puis je sais comment mettre mes aspects physiques, les mettre de l'avant. Fait que j'ai déjà un 60% sur lequel je suis capable de jouer. Fait que c'est quand même gros, là. Mais, tu sais, les boys, là, vous êtes dans votre vingtaine, début trentaine, vous sortez d'un divorce. Man. Faites-vous-en pas avec ça, là. A new life is beginning. Ah, dude, votre job est de prendre soin de vous. Faites attention à ce que vous mangez. Allez au gym, paraissez bien. Travaillez, lisez, travaillez sur votre job, développez sur votre carrière, développez ce que vous allez apporter. Apprenez à vous battre. Je peux vous dire, comme un gars que ça fait 15 ans, je fais des arts martiaux. Mes ex peuvent me détester aujourd'hui pour une raison ou pour une autre, mais une chose qu'ils vont jamais débattre, c'est qu'ils ont jamais eu peur de se promener le soir à 3 heures le matin tant que j'étais là. Puis ça, c'est une chose que les femmes recherchent. Ils vont peut-être pas vous l'avouer aujourd'hui, mais une femme veut se sentir en sécurité. Quand elle regarde son homme, elle veut savoir que son homme prendrait une balle pour la sauver. Fait que comprenez, les boys, là, que c'est le temps dans votre vingtaine, dans votre trentaine, même dans votre quarantaine, vous commencez à peine votre apogée dans le coin de 45 ans, d'après le graphique, là. Fait que, puis comme Damien disait, je sais pas si tu l'as dit sur le podcast, tu l'as dit avant pendant qu'on parlait, mais l'avantage pour un homme, parce qu'on est capable, si t'es fertile, t'étais fertile à 14 ans, 15 ans, 16 ans, tu vas être fertile jusqu'à tes 60, 70 ans. Fait que si tu travailles tu continues toujours à être mieux, à être un meilleur homme comme ce qu'on essaie d'accomplir avec la Pléiade, le plateau que tu vas atteindre dans le coin de 46 ans, 45 ans, a pas besoin de juste durer 5-6 ans. Ce plateau-là peut quasiment finir jusqu'au jour que tu meurs. Tu sais, c'est ton déclin. C'est Sean Connery effect. Puis c'est pour ça que j'ai commencé par dire au tout début que je me sens un petit peu mal pour les femmes parce que malheureusement, ils ont pas autant de temps à comprendre ce principe-là s'ils l'auraient pas expliqué. Effectivement, parce que le pic est uniquement lié à une valeur biologique. Alors que pour l'homme, il y a d'autres facteurs que la biologie. La biologie est tout le temps là. Du moment que tu es capable d'éjaculer jusqu'à la fin, je pense que même Hugh Hefner, sur son lit de mort, la seule chose qu'il voulait, c'est encore une dernière éjaculation. Ouais. Mais cette valeur biologique-là est toujours présente chez l'homme. Ce qui détermine le pic de la valeur de l'homme est autre. Elle est liée à son style de vie, son apparence, la reconnaissance, son statut, et ça, c'est toujours des choses qui peuvent être construites et sur lesquelles on peut travailler. Ouais, puis heureusement pour les hommes, c'est pas nécessairement juste sur comment beau que t'es. Ça a un très gros impact dans ta vingtaine. Déjà juste.
Juste quelqu'un qui est dans sa quarantaine ou cinquantaine, qui passe à travers un divorce, c'est fait, les papiers sont faits, ainsi de suite. Tu te retrouves tout seul. Moi, si j'avais un conseil à donner, c'est hit the gym. Ouais, absolument. Je suis 100% d'accord. C'est mets-toi en shape physiquement. Ouais. Même si tu te dis, je veux plus rien savoir d'être en relation, même pas des coups d'un soir ou quoi que ce soit, toi, là, tu vas tellement avoir une meilleure estime de toi quand le matin tu te lèves, tu te vois dans le miroir avant de prendre ta douche et t'es en shape, t'es là comme waouh! J'habite dans le milieu du bois. Il y a pas de femmes dans le tour d'ici, mais je te garantis que je suis toujours en train de m'entraîner pareil parce que l'effet que ça me donne. Ah, mais il y a des chevreuils. Ouais, mais eux autres s'en foutent de ma face. Ils s'en foutent de ce que j'ai de là. Fait que, écoute, ça fait 1h35, je pense qu'on a fait. Pour une première fois qu'on en parle, j'ai l'impression que ça va revenir, là. Mm-hmm. Mais pour la première fois qu'on en parle, je pense que on devrait peut-être s'arrêter là, à moins que tu aies quelque chose d'autre à ajouter. Todo está aquí, tout est là. La seule chose que je vais répéter, c'est les boys. Vous êtes dans votre trentaine, vous êtes dans votre quarantaine, vous venez de passer au travers d'un divorce. Enfant, pas enfant. Man, life's good. Votre vie est écœurante, les boys. Ouais. Mais comme Damien dit, puis comme Stéphane Arnaud a dit, puis comme j'ai dit, votre job, c'est de vous mettre le plus de valeur possible. Mm-hmm. Peu importe où vous vous trouvez sur la courbe. Il y a toujours moyen de réélever la courbe pour les hommes. Puis je pense que le SMV est la définition parfaite c'est l'exemple parfait pour essayer d'expliquer ce qu'on veut faire avec la Pléiade. Mm-hmm. Exact. On veut juste que vous soyez un meilleur homme, comme moi je veux être un meilleur homme, comme Damien veut être un meilleur homme. Puis justement, ce meilleur homme-là s'en foutra complètement de où la femme se trouve sur la courbe. C'est ça la beauté de la chose. Ouais. Parce que je pense que à un certain niveau, l'homme doit transcender la position de la femme sur cette courbe. Oui, si c'est pas... Puis encore là, ça retouche à ce que tu disais là, pour les gens qui ont été ensemble pendant 20 ans, depuis le high school, depuis le secondaire, ils ont déjà leurs enfants. D'un coup puis ça c'est un autre point, merci de le répéter, là, mais d'un coup que l'aspect biologique est enlevé, le fait que la femme elle ait 35 ans, le fait que la femme elle ait 45 ans, le fait que la femme elle a 55 ans, elle a autant de valeur que toi. Peu importe. Toutefois, ces gens-là doivent quand même encore aujourd'hui être conscients de ça parce que tu veux que leurs enfants soient élevés avec cette notion-là. Ouais. Puis c'est sexiste qu'on dit parce que la définition du sexiste, c'est de vraiment donner des rôles à un sexe. Mm-hmm. Mais c'est la réalité. Vous pouvez vous ostiner jusqu'à ce que vous soyez bleu d'en face. It is what it is. Mm-hmm. C'est quand même une réalité. Fait qu'écoute, j'espère que vous avez apprécié. Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez. Puis encore une fois, je veux répéter qu'il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle La Pléiade. Tu pourras mettre le lien. Ouais, je vais le mettre à chaque fois, mais je vais commencer à le dire dans le podcast aussi. Il y a un groupe qui s'appelle La Pléiade, puis qui est exactement une extension de la conversation qu'on a en ce moment. Ça peut être une conversation de n'importe quoi, ça n'a pas d'importance, mais c'est des hommes qui parlent à d'autres hommes, qui est un groupe privé. Si c'est le genre de choses duquel vous voulez pas parler avec votre mère, votre femme, vos enfants, vos parents, peu importe, puis vous avez besoin de conseils, ou vous voulez simplement voir de quoi on parle là-dessus, ou vous voulez nous poser des questions, ou même... Toi, t'es là-dessus, moi, je suis là-dessus, il y a plein d'autres personnes qui sont là-dessus. Ouais, puis même si c'est des idées de podcast, ça serait écœurant, ça aussi, puis... Écoutez, gardez en tête que l'idée, c'est de réouvrir ça en personne, puis faire des événements en personne. Fait que le plus gros que le gros P, ça veut juste dire qu'on aura besoin d'une plus grosse salle quand on va recommencer. Exact. Fait que sur ça, je vous souhaite la meilleure des soirées, de journée, peu importe dans quelle heure vous écoutez ça. Puis j'espère que vous avez apprécié de quoi on a parlé. Tata.